Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Je me réjouis d'aborder ce sujet ici, dans un auditorium d'un musée de la ville de Paris qui m'est cher, puisque j'ai été stagiaire ici, toute petite, en 1989. Alors, le nôtre et les autres, évidemment, le nom, le patronyme d'André Le Nôtre appelle le jeu de mots. On ne le sait pas toujours, mais Le Nôtre est chez lui, au Jardin des Tuileries. Il y est né, puisqu'il était petit-fils et fils de jardinier qui travaillaient déjà dans ce domaine royal avant lui. Il y avait sa maison et il y est mort. Il est donc tout naturel que son buste nous accueille, du moins à l'entrée Concorde, et qu'il regarde avec fierté son œuvre, l'une de ses œuvres principales. Alors, Le Nôtre n'est pas tout seul. Il est vrai que les commémorations de l'année 2013 ont vu beaucoup de publications qui ont permis de renouveler le regard que nous portons sur Le Nôtre. Pourquoi je n'ai pas résisté à ce jeu de mots? C'est parce que Le Nôtre n'est pas tout seul dans ce jardin, qu'il a eu beaucoup de successeurs qui ont eu à travailler, à gérer son héritage. Et il a eu aussi une œuvre non seulement de jardinier, hein, mais d'architecte et surtout d'urbaniste, avec une influence considérable sur la ville de Paris et d'autres cités en France et dans le monde. Donc je rappelle brièvement que le Jardin des Tuileries a pour créatrice, pour initiatrice, Catherine de Médicis, et que ce jardin commence à être créé à partir de 1564. Alors en réalité, on manque tout de même d'informations sûres, donc on brode beaucoup effectivement sur ce jardin. Voici un plan levé par Jacques Androuet du Cerceau, vous avez déjà vu la semaine dernière, qui est très difficile à interpréter puisque nous ne possédons pas de légende. On voit bien que c'est un plan où tout se coupe à angle droit, les allées, les parterres, qu'il y a déjà un semblant de quadrillage et un semblant d'allée centrale qui mène à gauche sur l'image, à l'ouest, vers un écho. Mais vous voyez que la forme du jardin a beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. En fait, il a une forme trapézoïdale avec cet écho et il était fermé par une enceinte de Paris qui s'appelait l'enceinte des Fossés Jaunes, qui justement était bâtie entre autres pour le protéger. Je saute très vite, j'avance très vite dans le temps, ma conférence sera tout simplement chronologique, avec le bon roi Henri IV, que j'évoquerai simplement pour commencer à nous familiariser avec des plans, car je vais vous montrer des plans. On ne peut pas étudier l'histoire des jardins et de l'urbanisme sans se plonger dans les plans. Et c'est assez difficile de comprendre. C'est pourquoi j'adore mettre des petites flèches dans mes conférences pour pouvoir décrypter ce que vous avez sous les yeux. Alors on dit plan, mais en fait c'est une vue à vol d'oiseau, à l'époque où évidemment on n'avait aucun moyen de monter dans les airs. Donc il y a une part d'erreur qui est assez amusante à constater. Et en même temps, évidemment, on est ravis de posséder ce genre de plan. Donc plan de Vassalieu, 1609, un an avant que le vilain Ravaillac ne trucide le roi. Et voici donc à quoi ressemble le Jardin des Tuileries. Donc, en haut de l'image, le château du Louvre médiéval en train d'être transformé en un palais Renaissance. Et puis, courant tout le long de la Seine, la galerie du bord de l'eau, grande galerie actuelle, construite sous Henri IV. Le palais des Tuileries perpendiculaire à la Seine, et vous voyez qu'il n'est pas complètement achevé. Il manque la fin, il manque ce qui est aujourd'hui le pavillon de Marsan. Et au bout du jardin des Tuileries, avec son quadrillage respecté, cette fameuse enceinte des Fossés Jaunes, ou enceinte de Charles IX, avec un fossé en eau. Donc on voit que le jardin des Tuileries a été construit comme une espèce de poussée vers l'ouest, au-delà de l'enceinte médiévale dite de Charles V, et protégé par la nouvelle enceinte Renaissance. Et puis au-delà, eh bien c'est la campagne. Donc c'est assez difficile d'imaginer, au-delà de ces fortifications, de ce fossé, l'actuelle place de la Concorde, et pourtant c'était ainsi à cette époque.
Un changement se fait dans le paysage parisien qui va avoir une incidence sur le jardin des Tuileries. Il s'agit d'une création cette fois-ci de Marie de Médicis, la veuve d'Henri IV, qui fait planter le cours La Reine, 1300 mètres d'alignement d'arbres, mais c'est une promenade qui pousse le long de la Seine vers le sud-ouest et qui est beaucoup destinée à la promenade en voiture, alors que le jardin des Tuileries, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas autorisé aux véhicules et est vraiment une promenade piétonne. Donc dans cette étrange image, vous voyez, nous sommes ici au pied du pavillon de Flore. Imaginez que le pont Royal se trouve ici, il n'existe pas encore à l'époque. Là, une petite rue qui sépare le jardin du palais. C'est extraordinaire d'imaginer ça, mais Catherine de Médicis ne pouvait pas entrer de plein pied dans son jardin. Son jardin, en effet, était un hortus conclusus, c'est-à-dire qu'il était... Où est passé le pointeur? Il était ceint de murs, avec une construction le long de la Seine, et vous voyez surtout que la Seine ici n'est pas réglée. Il n'y a pas de quai bas, il n'y a pas de quai haut, et ce travail sera terminé plutôt sous Louis XIV. Et puis là, l'une des entrées de Paris, l'une des portes de Paris, qui s'appelait à l'époque la porte de la Conférence, et qui sera détruite à la fin du XVIIe siècle. Et puis, le nôtre vint. Alors, je l'ai mis à côté de Louis XIV, mais à dire vrai, c'est surtout Colbert qui est à l'origine de cette recréation du jardin des Tuileries, lequel avait été tout simplement dévasté par une énorme crue en 1658. Donc 6 ans après, le nôtre, qui connaît les lieux comme sa poche, est chargé de le restaurer. Et son travail principal, que nous pouvons parfaitement documenter grâce à ce plan d'arpentage dit des Capucins, conservé à la Bibliothèque nationale de France, eh bien, va consister à créer 3 séquences dans la promenade. Donc, le palais est matérialisé ici, sur ce plan. Tout ce qui est construit est en rouge, c'est une norme de l'époque. Ensuite, les parterres avec les 3 bassins, qui existent toujours, que nous appelons le grand carré. Ensuite, une partie boisée où on marche à couvert avec 8 bosquets de part et d'autre. C'est ce qu'on appelle le grand couvert encore aujourd'hui. Et puis là, autour du bassin octogonal qui existe toujours, un secteur qui a peu changé aujourd'hui, avec ce système de rampe en fer à cheval extrêmement spectaculaire, très théâtral, qui donc existe toujours. J'y reviendrai. L'idée géniale d'André Le Nôtre, vous savez, André Le Nôtre, on a dans l'idée que c'est monsieur symétrique, on va trouver la même chose à gauche et à droite, au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, et qu'il fait finalement des petites broderies sur des parterres. C'est extrêmement limité comme approche. Le Nôtre, c'est d'abord quelqu'un qui est extrêmement bien formé en géométrie, en mathématiques. Il sait travailler le terrain. Et le travail qu'il fait sur l'assiette du terrain, comme on dit dans notre jargon, est très remarquable. Et sa première idée géniale, c'est de construire donc ce que j'ai matérialisé ici en rouge, c'est-à-dire la terrasse du bord de l'eau, qui existe toujours, et qui est avant tout une digue contre les crues de la Seine, et qui va se révéler extrêmement efficace. Les crues étaient très fréquentes à l'époque. Ensuite, en symétrique, de l'autre côté, une terrasse qui n'a pas une fonction de digue, évidemment, mais qui, comme l'autre, cale la composition, arrête le regard et permet surtout des promenades en surplomb avec des points de vue spectaculaires, sachant qu'au sud, on a évidemment un double point de vue. Quand on monte sur la terrasse, par là, par là, par là, il y a plusieurs moyens de l'atteindre. On a une superbe vue sur la Seine et sur le Coude et sur le cours La Reine qui se trouve donc ici. Et puis on a une vue en surplomb sur le jardin. Donc on pourrait dire en quelque sorte que si, contrairement à d'autres jardins créés par André Le Nôtre, le jardin des Tuileries ne dispose pas d'un grand canal, le grand canal finalement, eh bien, c'est la Seine. Il en a fait le grand canal du jardin. Donc voilà par exemple ce que certains peintres ont pu représenter. Là on est en 1777 et on voit très bien ce dispositif de réglage des hauteurs, des niveaux, des rives de la Seine. Donc ici nous sommes sur la terrasse du bord de l'eau
avec un effet de grand angle, ici sur le quai haut, et puis le quai bas, avec à l'époque une activité très intense sur le fleuve. Sur ce plan d'arpentage, on se rend compte aussi que le nôtre a considérablement élargi la Grande Allée, que vraiment l'axe principal, c'est celui-là, et que tout est fait pour guider le regard à l'extérieur du jardin. Voilà par exemple une vue assez vertigineuse de Nicolas Perel. Il faut imaginer là que vous êtes le roi, la cour, au Palais des Tuileries et que vous avez cette superbe vue en surplomb. On voit bien comment le regard file tout le long de la Grande Allée, de bassin en bassin, bassin rond, bassin octogonal, pour percer la muraille. Donc l'enceinte existe toujours, et puis filer vers les Champs-Élysées. Et l'énorme mérite, l'immense mérite, l'idée géniale de Le Nôtre a été de planter les Champs-Élysées au-delà du jardin des Tuileries. Donc il a fait là non seulement œuvre de jardinier, mais d'urbaniste, et c'est vraiment à Le Nôtre qu'on doit la création de cet axe majeur, qui est vraiment l'un des plus beaux axes urbains au monde, et qui ensuite fera des petits dans bien d'autres cités. Je pense par exemple à la ville de Washington, pour n'en citer qu'une. Donc voilà ce qui nous intéresse, mais vous vous rendez compte qu'à gauche, ce que j'ai aussi cerné de rouge, c'est cette porte de la conférence qui disparaîtra peu à peu. Donc on est vraiment ici aux limites de la ville encore, d'accord? Ici, on sort officiellement de Paris, sauf qu'en réalité, on pouvait sortir par le regard, mais pas en vrai, car il y avait là un fossé infranchissable. Donc aujourd'hui, ça paraît tout à fait normal de sortir du jardin des Tuileries pour gagner la place de la Concorde, mais à l'époque, on ne pouvait pas sortir, ce qui évidemment avait des conséquences importantes en matière de circulation. Dans cette autre gravure de Nicolas Perel, vous voyez bien ce dispositif très spectaculaire, le bassin octogonal avec son jet, les rampes du fer à cheval planté de taupières à l'époque, et puis ici le fossé infranchissable, mais le regard qui mène vers le lointain, vers la route de Saint-Germain, et finalement très 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 loin, une fois passé 14 méandres de la Seine, vers le Havre et vers la mer. Voilà donc, c'est un peu flou, pardon, j'ai un peu trop zoomé. Voilà donc cet aboutissement de la promenade, et évidemment Le Nôtre, lui, avait donc une vision plus lointaine, et vous voyez qu'il s'est affranchi finalement ici d'une espèce de zone indéfinie, qui n'est pas encore la future place Louis XV, future place de la Concorde. Donc son travail, en quelque sorte, on voit bien que le regard de Le Nôtre, les calculs géométriques de Le Nôtre, passe cette sorte de no man's land pour aller beaucoup plus loin et planter les Champs-Élysées. Le Petit Palais est là. Alors, il avait un projet, à dire vrai, qui était de créer une patte d'oie vers l'ouest. C'est-à-dire qu'il aurait exploité le cours La Reine, ici, et il aurait créé, en pendant au nord, une troisième voie, une troisième percée, qui aurait donc percé la colline du Roule. En fait, ça n'a pas pu se faire pour des questions d'expropriation, et peut-être, et surtout parce que Louis XIV n'était pas du tout intéressé par le jardin des Tuileries. Lui, c'était Versailles qui le passionnait. Et d'ailleurs, on n'a aucune trace d'une quelconque visite, aucune trace officielle, d'une quelconque visite de Louis XIV au jardin des Tuileries. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas été, mais qu'on n'a pas, ça veut dire tout simplement qu'on n'a même pas pensé à le consigner par écrit. Alors, en termes de circulation, c'est extrêmement intelligent, parce que Le Nôtre, il pense flux. Il sait bien que dans une ville où il y a encore peu de jardins, Paris compte à l'époque, selon les statisticiens, entre 300 000 et 440 000 habitants. Le besoin de jardin se fait quand même sentir, et il est question dès le départ que ce jardin soit ouvert au public. On pense même qu'il était déjà partiellement ouvert au public sous Louis XIII. Donc, comment régler la circulation? Je l'ai matérialisé d'abord avec des flèches rouges. Si vous venez du palais lui-même, vous avez trois choix. Tout droit, au nord, au sud, en patte d'oie,
Vous pouvez décider de monter sur les terrasses. Les promenades en jaune sont sur les terrasses. Vous pouvez aussi décider d'emprunter une de ces allées sous couvert, au nord ou au sud. Bref, il y a plusieurs choix possibles. Mais une fois que vous êtes au bout, à cause de ce fossé infranchissable, vous êtes obligé de revenir en arrière. Donc c'est une sorte de flux régulier et de promenade. On se croise, on se recroise, on fait des allées et des retours. Alors, je n'ai pas le temps de vous lire ce texte, d'autant plus que je ne le vois pas. En fait, c'est un texte que vous trouverez sans difficulté sur Internet. Il s'agit d'un extrait des mémoires de Charles Perrault, où il raconte que lorsque le jardin est terminé, Colbert dit « on va fermer ce jardin au peuple qui aura tôt fait de le gâter ». Alors évidemment, Perrault s'insurge et dit que nenni, monseigneur, au contraire, on y vient pour se reposer, pour parler mariage, pour y conclure des affaires, bien mieux qu'ailleurs. Ce serait quand même dommage de le fermer. Et là, il prend à témoin les jardiniers. Et les jardiniers disent ceci. Alors là, j'arrive quand même à le lire malgré ma myopie. Dans ce même temps, la plupart des jardiniers des Tuileries s'étant présentés devant lui, il leur demanda si le peuple ne faisait pas bien du dégât dans leur jardin. « Point du tout, monseigneur, répondirent-ils presque tous en même temps. Ils se contentent de se promener, de regarder. Ces messieurs, repris-je, y trouvent même leur compte, car l'herbe n'y revient pas si aisément dans les allées. » Ça veut dire que l'herbe ne repousse pas. Monsieur fit le tour du jardin, donna ses ordres et ne parla point d'enfermer l'entrée à qui que ce soit. J'eus bien de la joie d'avoir en quelque sorte empêché qu'on notât cette promenade au public. Donc ça, c'est absolument fondamental parce que ce qu'on est en train de nous raconter là, c'est que le jardin des Tuileries, à peine terminé, est un énorme succès et est déjà abondamment fréquenté. Et ça, c'est une constante, j'aime rappeler ce chiffre. Nous estimons que quand il y a 10 millions de visiteurs au Louvre, il y en a 14 millions par an au jardin des Tuileries, ce qui est absolument considérable. C'est certainement l'un des jardins les plus fréquentés au monde aujourd'hui, ce qui n'est pas sans nous poser des problèmes de gestion, vous vous en doutez. Tout change à partir de 1716. Le nôtre est mort en 1700, Louis XIV en 1715, la Régence s'installe, la cour revient à Paris et on bâtit un pont tournant, c'est-à-dire que le fossé existe toujours, mais il est franchissable le jour grâce à un pont en bois, lequel est escamoté pendant la nuit dans le fossé. Et ce pont tournant va rester même comme expression bien longtemps après sa démolition. On comprend beaucoup mieux la configuration du jardin et sa place dans la ville grâce au plan Turgot, ce magnifique plan dans lequel vous promenez, c'est vraiment fascinant, en 1734-1739. On voit bien ici comment s'organise le jardin, on voit bien que le palais a été... j'ai du mal à voir le pointeur. Le palais a été achevé, transformé notamment par Louis Le Vau, et que finalement, les caractéristiques principales du jardin de Le Nôtre, à part quelques simplifications, ont été conservées, et voilà donc le passage. Sauf que, en 1720, pour le roi Louis XV, on construit un manège pour qu'il apprenne à monter à cheval, c'est-à-dire à faire la guerre. Le manège est ici, avec de quoi évoluer avec ses chevaux. Donc ça bloque quand même toute la partie nord du jardin, en grande partie. Et puis là, il y a un ensemble de couvents, notamment le couvent des Feuillants, qui va donner son nom ici à l'esplanade des Feuillants, qui n'a rien à voir avec les feuilles. Et ce dispositif va bloquer le jardin au nord pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'enfin on puisse déverrouiller en quelque sorte la partie nord. J'y reviendrai. En attendant, que se passe-t-il? Eh bien, il y a le projet de cette place Louis XV vers 1750. Et le plan de projet nous permet d'avoir une idée de ce à quoi ressemble le jardin, alors que le règne de Louis XV est bien entamé. Louis XV a eu un règne très long.
Et en fait, cette percée finalement vers l'ouest, elle est matérialisée même de manière maladroite sur la célébrissime carte de Cassini. C'est une carte qui couvre la totalité du territoire français et qui montre bien comment cet axe est-ouest file à partir du palais des Tuileries pour dessiner une partie du paysage de l'ouest parisien. Alors au nord, donc, ce tissu de couvent est très serré. Le couvent de la Conception, qui donne sur la place Vendôme, hein. Le couvent des Jacobins, celui de l'Assomption, les Capucins, les Feuillants. On le voit encore sur ce plan de Verniquet qui date de la Révolution française en 1791. Et puis il y a cette zone au nord-ouest que vous voyez ici. Donc c'est ceci en fait que je matérialise en grand. Aujourd'hui, c'est là que se trouve la galerie du Jeu de Paume, d'accord ? Et l'ambassade américaine et l'hôtel de la Marine qui est toujours là. Mais à l'époque, c'est une espèce de drôle de fouillis. Il y a là un reste d'orangerie, il y a très probablement une partie des pépinières, et il y a une excroissance qui est un jardin privé, et puis le jardin du Dauphin sous la Révolution, quand Louis XVI, Marie-Antoinette, le Dauphin et la Dauphine sont ramenés d'office par la foule en octobre 1789 pour occuper le petit Dauphin, futur Louis XVII. On lui aménage ici un petit jardin. Tout ça va disparaître du fait de trois personnages importantissimes, évidemment Napoléon Ier et ses deux architectes, le petit Percier et le grand Fontaine, ou plutôt le contraire, le petit Fontaine et le grand Percier, parce que Napoléon a décidé de transformer Paris en profondeur. Et Fontaine déclare dans son précieux journal, à la date du 14 février 1801, vouloir isoler le jardin sur toutes ses faces. Donc on se rend compte que finalement, d'un jardin fermé à la Renaissance, ceint de murs, dans lequel même la reine ne peut pas rentrer sans franchir une ruelle, on est passé à un jardin beaucoup plus ouvert à l'époque de le nôtre et au XVIIIe siècle, et là, il y a une sorte de phénomène de repli. Sauf que la fermeture va être extrêmement astucieuse, parce que le projet va évidemment de pair et dépend complètement de la création de la rue de Rivoli. Donc la rue de Rivoli, qui règle toute la partie nord du jardin, qui entame considérablement la largeur de la terrasse nord, la terrasse des Feuillants, elle entraîne évidemment la destruction des couvents au nord, avec leur jardin, et ainsi que tout ce qui est situé dans cet angle nord-ouest que je vous ai montré. Voilà par exemple un très beau tableau du musée Carnavalet d'Hubert Robert qui montre la démolition, qui documente la destruction de l'église des Feuillants. Des chefs-d'œuvre de l'architecture ont quand même disparu à cette occasion. Et un dessin de Fontaine, une très jolie lavie, qui est apparue en vente publique il y a peu de temps et qui montre ce projet. Donc on voit bien comment ici il règle ce fameux angle du jardin. Ici, c'est l'entrée dite Cambon. Et puis, cette disposition extrêmement régulière avec ce système d'arcades tout le long de la rue de Rivoli et une multitude de rues. En tout, il y a 8 rues au nord du jardin, ce qui est tout de même considérable. Voilà un document amusant. C'est le ferronnier qui fabrique les grilles. Car l'idée est certes d'isoler le jardin sur toutes ses faces, mais en même temps, ce système de grilles crée une transparence qui n'existait jusqu'à présent pas et qui permet aux gens qui font construire le long de la rue de Rivoli, à grands frais, d'avoir une vue magnifique sur ce jardin, imprenable, et aussi aux visiteurs qui sont dans le jardin de voir, d'admirer cette magnifique architecture. Donc, idée géniale de la grille transparente. Pour nous, c'est une évidence, mais c'est relativement nouveau à l'époque. Surtout à une telle échelle. Donc c'est ce paysage-là, effectivement, qui est hérité, avec quelques modifications depuis, de l'époque de le nôtre, avec les vases qui ont été ajoutés sous Louis XVIII, car Louis XVIII, à l'intelligence, il y a 33 vases ici,
a l'intelligence de garder Fontaine comme architecte. Et Fontaine va rester jusqu'au début du Second Empire, ce qui est absolument considérable comme longévité. Donc voilà le nom de toutes ces rues, hein, rue des Pyramides, Saint-Roch, du 29 juillet, d'Alger, de Castiglione, Rouget de Lille, Cambon, de Monovie. Ça permet effectivement, à la place de ces couvents qui bloquaient toute communication avec le nord de la ville, de désenclaver en quelque sorte ce jardin. Et puis, une des grandes idées aussi un des héritages de Fontaine, car c'est son idée, ce sont ces angles à pans coupés. Je ne le vois pas, voilà. Ces angles à pans coupés, avec ce qu'on appelle la poterne de l'orangerie d'un côté et la poterne du jeu de paume de l'autre. Le jardin, donc, finalement, a gagné en extension et s'est réglé sur le bord du fossé de la place de la Concorde. Il y avait toujours un fossé. Ce qui permet de lui donner finalement la forme quadrangulaire et régulière qu'il a aujourd'hui. Les transformations du jardin sous le Premier Empire sont, à mon sens, tout à fait sous-estimées. Sous la monarchie de Juillet, le jardin tend à une forme de repli sur soi, en ce sens que le roi, alors là c'est amusant parce qu'il y a un mélange de représentation en façade du palais et en plan du jardin. Le roi Louis-Philippe s'installe à Contrecœur au palais des Tuileries en 1830 et dès 1831 il demande à Fontaine, toujours le même, de créer au pied du jardin un fossé réservé. Encore aujourd'hui d'ailleurs, dans le jargon de nos jardiniers d'art, nous employons ce terme de réservé pour cette petite partie du jardin. Donc on se situe avant les trois bassins ronds, les deux viviers et le grand bassin rond. Et le public a le droit d'aller là, mais en fait il est bloqué par un fossé, toujours cette manie des fossés, et par des grilles. Et les fossés sont farcis de lilas et de toutes sortes d'arbustes. Et puis là, le roi s'est installé pour lui-même un certain nombre de statues prises au jardin. Donc ce qui est dramatique à l'époque, c'est que ce dispositif de circulation en pas de doigts que je vous ai montré tout à l'heure, grâce à ces croix de Saint-André dans les parterres créées par le nôtre, est entamé. Donc une partie de l'émotion vient de la contestation populaire. Qu'est-ce que c'est que ce roi qui se réserve une partie d'un jardin qui est public depuis le XVIIe siècle? Mais elle est aussi une émotion patrimoniale. Et c'est vraiment dans ces années-là, 1830 d'ailleurs, qu'émerge l'idée des monuments historiques, etc. C'est vraiment cette destruction partielle des parterres de Lenôtre, du plan originel de Lenôtre, qui contribue à créer dans l'esprit des Français, notamment des Parisiens, la conscience de l'importance que le nôtre a eue dans l'histoire des jardins, et tout simplement, c'est l'un des déclencheurs des débuts de l'histoire de l'art des jardins en France. Donc voilà finalement le trajet que devait faire le public. Ce qui a pour conséquence qu'en réalité, la plupart des visiteurs, des promeneurs, arrivent par là. Et ça neutralise la grande allée, qui ne devient plus l'axe de circulation principal. En fait, le principal axe, l'endroit où la littérature, la presse, l'iconographie, tout nous raconte à l'époque que c'est cette allée qui est bordée d'orangers, d'où son nom d'allée des orangers, qui est le lieu le plus fréquenté. Ce qui est difficile à imaginer parce qu'aujourd'hui, c'est l'esplanade des Feuillants, qui est archi vide, sauf quand il y a des événements dessus. Donc, voici la démonstration donc, en images, les circulations bloquées. Et voilà ce que ça donne sous le Second Empire, cette physionomie de Paris, cette lithographie en couleur qu'on savait à Carnavalet, montre bien comment, un dimanche, eh bien, cette allée des orangers, aujourd'hui esplanade des Feuillants, grouille de monde, et comment les populations s'y entremêlent allègrement. Sous le Second Empire, là aussi, les transformations du jardin sont considérables. On se focalise beaucoup sur les travaux d'Haussmann, à juste titre, sur la création de grands jardins à Paris. C'est vraiment sous le Second Empire que, grâce à Alphand,
au baron Haussmann et à Alphand, la ville de Paris se dote de multiples jardins. Chiara Santini vous en parlera bientôt ici même. Donc, on a tendance à oublier que le jardin des Tuileries existe toujours et fait l'objet, lui aussi, de transformations considérables. Et en fait, l'empereur et son architecte, Hector Le Fuel, ont une vision à l'échelle du domaine et aussi de la ville, mais avec une forme de repli sur soi et une forme d'ouverture. Je m'explique. Le jardin reçoit finalement bénéficie désormais de davantage de circulation nord-sud. Jusqu'à présent, il n'y en avait que très peu d'ouverture qui permettaient de passer au milieu du jardin, du quai, à la place Vendôme, par exemple. Eh bien, la fameuse digue de Lenôtre, cette terrasse du bord de l'eau, Le Fuel commet un double sacrilège. Il perce ici l'entrée Solferino, qui existe toujours, et qui communique directement avec un pont routier, le pont de Solferino. Le nom de Solferino rendant hommage à la guerre d'Italie. Ici, une autre modification qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été assez oubliée. Il s'agit de ce qu'on appelait le pont de fer. Alors, Le Fuel a d'abord construit un pont en pierre qui n'a pas tenu, il a eu des problèmes de soutènement, et il a installé ici une passerelle métallique qui était la modernité de la modernité. Et pourquoi cela? Ça avait une double fonction, ça permettait en fait au public d'arriver ici par l'entrée du 29 juillet, par exemple, passer au large du Grand Bassin, et puis sortir sur le quai, mais pour déboucher sur pas grand-chose. Mais surtout, ça permettait au prince impérial et à l'impératrice, le prince impérial né en 1856 habitait dans le pavillon de Flore, il passait par un passage souterrain où il avait ici une partie du jardin qui lui était réservée, et il avait en fait la jouissance de la terrasse du bord de l'eau jusqu'ici pour lui tout seul. Donc encore une forme de privatisation de l'espace. Ensuite, un axe nord-sud qui existe toujours, qui est très fort. Le Fuel élargit une allée qui séparait les bosquets pour pouvoir rendre plus visible la fameuse colonne Vendôme, au sommet de laquelle se trouve Napoléon Ier, l'oncle de Napoléon III. Et l'idée était que donc, à travers cette allée de Castiglione, le perron ici est considérablement retravaillé, les animaux viendront plus tard, et de pouvoir passer de l'autre côté, donc ici, et de pouvoir rejoindre le pont de Solferino. Et l'idée était de construire, au-delà de la rue de Solferino, de percer une avenue très large, selon un principe haussmannien. Sauf que tous les grands propriétaires des beaux hôtels particuliers du Faubourg Saint-Germain ont dit niet. Et c'est ce qui explique que la rue de Solferino soit anormalement large. C'est une rue absurdement large aujourd'hui. Donc voilà les circulations qui sont désormais possibles. Donc ce que je viens de vous montrer, la sortie par le pont de fer, ensuite l'axe Castiglione, donc place Vendôme, Castiglione, Solferino, rue de Solferino, et puis un troisième axe ici, qui est en fait cette rue qui va être transformée ultérieurement. Donc là, c'est un plan plus tardif qui est consécutif à la disparition du palais des Tuileries. Je m'explique. En mai 1871, les gilets jaunes de l'époque, les communards incendient un certain nombre de bâtiments officiels et le palais des Tuileries en fait partie. Donc c'est assez fou, imaginez par exemple, je ne sais pas, que Buckingham Palace brûle ou que l'Élysée brûle. Et c'est seulement en 1883 que les ruines qui ont été petit à petit purgées par le Fuel reste en place, sont rasées. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le jardin est relativement peu touché, mais en fait, il y a une percée désormais. Ça, c'est une photographie très frappante d'Alinari,
où on voit comment, à travers les ruines, là on tourne le dos au Louvre, et on peut voir en fait, le regard file au loin vers les fameux Champs-Élysées, la place de la Concorde, etc. D'accord ? C'est assez vertigineux. Alors, l'avantage, entre guillemets, de la disparition de ces ruines, c'est que ça ouvre complètement le regard. Et qu'on se trouve avec une bizarrerie, c'est-à-dire qu'il y a entre le Palais des Tuileries, l'Arc du Carrousel, le Louvre, etc., un vaste espace qui jusqu'à présent était la cour d'honneur du palais et dont on se demande quoi faire. Donc on décide tardivement, en 1889, à l'approche de l'exposition universelle, de transformer cet espace en jardin. Donc voilà, pour comprendre, ce qui était autrefois un chemin peu emprunté, finalement, au pied du palais, devient une rue. Et ici, j'ai matérialisé l'ancien emplacement du palais des Tuileries et ce jardin du Carrousel. C'est là où se trouvent aujourd'hui les Mailloles. Vous voyez que ça a beaucoup changé quand même. Donc c'est ce qui est très bien représenté sur cette photographie. Vous voyez que ce dispositif est resté très longtemps, jusqu'à Malraux, où on voit bien comment il y a une forme de poussée du jardin finalement. Jusqu'à présent, je vous ai parlé beaucoup de poussée vers l'ouest avec le nôtre, mais finalement on pousse vers l'est à nouveau et cette cour devient un jardin avec ici un travail sur ce qui est aujourd'hui un simple rond-point rond-point. Et là, donc, il faut imaginer, aujourd'hui, la pyramide se trouve là. C'est drôle, hein ? Évidemment, le fait d'avoir recréé, finalement, renforcé cet axe central, d'accord, a pour conséquence, là, une forme de désaffection de l'allée des Orangers. Et c'est ce qui explique aussi que le pouvoir, à partir de 1878, commence à utiliser cette vaste esplanade vide, qui semble un peu inutile, pour des événements, et ça continue aujourd'hui. Alors voilà, un petit échantillon, là c'est un collectionneur que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui a une multitude d'affiches de toutes sortes, dont beaucoup d'affiches de fêtes diverses au Jardin des Tuileries. Il y a eu vraiment de tout. Donc la fête de Monsieur Campion n'a rien de neuf chez nous. Et pour les plus anciens d'entre vous, la fameuse kermesse aux étoiles, qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale au profit des œuvres de la 2e DB et qui saccageait littéralement le jardin. Et puis des expositions étonnantes, par exemple le premier salon de l'automobile. C'est dire à quel point la position centrale du Jardin des Tuileries est surexploitée ici, en 1898, sur la terrasse du Jeu de Paume et la terrasse de l'Orangerie et l'entrée Concorde. Et puis, par exemple, en bas à droite, c'est l'une des premières foires de Paris. Ça paraît fou d'imaginer que la foire de Paris, au début, se trouvait sur l'esplanade des Feuillants. Et là, on voit un type de tente, comme aujourd'hui, il y en a, par exemple, pour certains pavillons de nos événements. Alors, on arrive à une curieuse situation qui est bien résumée par cette carte postale humoristique. Nous sommes ici vers 1900 et le public peut avoir un sentiment d'enfermement. Sentiment d'enfermement aussi parce que je me permets juste de le rappeler au cas où vous ne le sauriez pas, mais finalement c'est un jardin qui a toujours été royal, impérial, national, toujours géré par l'État. Aujourd'hui, il est géré par le musée du Louvre, mais le musée du Louvre, c'est l'État. Et ici, on voit bien comment, finalement, les visiteurs, les promeneurs ont un peu le sentiment, les salauds, ils nous ont enfermés et ont envie de sortir. Bon, on comprend aussi que ce sont des fêtards passablement éméchés, mais toujours est-il que si on essaie d'interpréter cette carte postale, qui nous donne d'ailleurs des horaires d'ouverture assez réduits par rapport à aujourd'hui, cette carte postale, elle montre bien à quel point le Jardin des Tuileries, finalement, reste encore une forme d'enclave dans la ville. Alors, ne regrettons pas beaucoup tout de même cette organisation ancienne. Elle a duré très longtemps. Le jour où j'ai trouvé cette image, j'ai sauté au plafond de mon bureau.
Parce que, voilà, ça c'est vraiment une des images qui illustre bien ce que l'automobile, le tout voiture, a pu faire comme dégâts dans Paris. Donc, on est quand même au milieu du domaine l'un des plus beaux domaines du monde, l'une des plus belles perspectives du monde. Et à l'époque, le jardin des Tuileries était de plein pied avec le jardin du Carrousel. Il avait été mis à niveau, donc on n'était plus du tout sur le sol de Le Nôtre, on était à 1,20 m au-dessus. Et on pouvait soi-disant passer directement dans le jardin du Carrousel, mais en fait, on était bloqué par un flot de voitures. Voilà. Et ce que ne montre pas l'image, c'est qu'il y avait aussi, ici, c'était un vaste parking, hein, là où aujourd'hui se trouve la cour Napoléon et la pyramide. Alors, tout change à partir de François Mitterrand, merci à lui, car non seulement il lance le chantier du Grand Louvre, finalement dans les pas de Napoléon III, hein. L'idée du Grand Louvre, c'est que la plupart des espaces du palais du Louvre servent enfin pour le musée. Et on lance d'énormes travaux. Là, vous voyez que la pyramide est presque terminée, ici. Toute la partie du jardin du Carrousel, sauf le pourtour de l'Arc de Triomphe, a été excavée avec des fouilles qui ont donné des résultats extraordinaires. Et on voit comment ici, l'avenue du Général Lemonnier, cette ancienne rue qui passait finalement entre le palais des Tuileries et le jardin des Tuileries, a été mise en souterrain. Donc ça, quand je vois une image comme ça, bon, je suis évidemment capable de la dater à l'année près. Donc là, on est après, en tout cas, la mise en souterrain de cette avenue en 1887. La précédente image que je vous remontre montre bien à quel point c'était indispensable de reporter aussi les flux touristiques, les cars, les voitures, dans les parkings qui ont été construits ici. Donc cette vue, elle montre bien aussi comment il est assez difficile pour le président Mitterrand de digérer en quelque sorte cette cicatrice du palais des Tuileries disparu. Et j'en veux pour preuve le fait que lorsqu'il lance en 1990 un concours pour la restauration de ces jardins, le concours est commun à l'ensemble des jardins, c'est-à-dire le Carrousel ici, là vous avez la pyramide, et puis le jardin des Tuileries. Mais en fait, il choisit deux équipes différentes qui ont un vocabulaire stylistique complètement différent. L'équipe des Tuileries, c'est Pascal Cribier, Louis Bénèche et François Roubaud pour l'architecture. Et puis l'équipe du jardin du Carrousel, c'est Jacques et Peter Wirtz, qui sont des architectes belges, des paysagistes belges. Peter Wirtz vit toujours. Et ça va donner un résultat bizarre, avec une articulation entre les deux jardins qui fonctionne très difficilement. Toujours est-il que nous sommes finalement toujours confrontés à ces mêmes questions. C'est-à-dire, devons-nous ouvrir ou fermer le jardin? Devons-nous préserver la sécurité au détriment de la libre circulation des individus? Devons-nous laisser les vues ouvertes ou devons-nous protéger certaines parties? Ça pose vraiment la question finalement de ce qu'est un jardin public. Alors nous, j'ai dit le nôtre et les autres, j'ai cité quelques grands noms. Vous avez remarqué que c'était des architectes, pas des paysagistes au sens actuel, comme Fontaine, comme Le Fuel. Eh bien, oui, tous se sont mis dans les pas de Le Nôtre. Tous ont eu à gérer l'héritage de Le Nôtre. Tous ont eu à se poser cette question de l'ouverture, de la fermeture, de la protection, avec des solutions. Chacun a trouvé ses solutions astucieuses. Nous sommes donc le musée du Louvre. Depuis 2005, c'est le musée du Louvre qui gère le jardin des Tuileries. Nous avons donc à gérer près de 25 hectares et un jardin, je vous l'ai dit, fréquenté par 14 millions de visiteurs avec une amplitude horaire considérable, hein, de 7h à 23h au plein cœur de l'été. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu à cœur de réfléchir à la manière de fermer le domaine. En effet, si je reviens légèrement en arrière avec cette image, vous voyez que effectivement, le jardin des Tuileries, normalement, était fermé par des grilles à l'époque, sauf que les grilles, en réalité, se trouvaient là.
Et toute cette partie était entièrement accessible, donc saccagée, vandalisée. C'est inévitable. À partir du moment où on décide de changer l'entrée du jardin des Tuileries, et ça c'est vraiment Pascal Cribier et Louis Bénège qui l'ont fait, l'entrée se trouvait autrefois là, on voit d'ailleurs des traces d'installation de grilles. Ils l'ont repoussée là, avec une grille dont on a l'impression qu'elle a toujours existé, tellement elle est réussie, avec ici un escalier, un grand degré. Ils ont baissé tout ce niveau pour donner le sentiment, quand vous descendez l'escalier, là, que vous rentrez vraiment dans un jardin, que vous rentrez au sens physique du terme. Sauf que la conséquence, c'est que effectivement, le jardin des Tuileries fait l'objet d'une surveillance, il est ceint de grilles, mais le jardin du Carrousel, lui, est ouvert 24 heures sur 24. Donc, je vous passe les détails de ce que subissent les 20 statues de Mayol qui sont dans ce jardin. Donc, à la suite d'une tentative d'attentat il y a plusieurs années, nous avons éprouvé le besoin de, je cite les termes que nous employons, non pas fermer le jardin, mais nous souhaitons nous donner la possibilité de fermer le jardin. Donc ici, vous l'avez peut-être vu, on ne pouvait plus fermer comme sous le Second Empire avec des grilles parce qu'il y avait la trémie du souterrain de l'avenue Lemonnier. Vous me suivez? Voilà, les véhicules sont là et là. Donc on a été obligé de repousser les entrées, alors pas au bout, à peu près ici, de créer des nouvelles grilles. Donc vous voyez que nous avions déjà 14 entrées, ce qui est considérable. Imaginez la gestion en termes de j'ouvre, je ferme le matin, le soir, je surveille, j'entretiens les grilles, les gonds, les serrures. Vous imaginez la gestion que ça représente. Et on s'est encore plus compliqué la vie, si je puis dire, parce qu'on aime quand c'est compliqué, en créant à chaque fois 2 entrées supplémentaires piétonnes et aussi accessibles pour les 2 roues. Donc on se rend compte qu'on est en plein cœur des questions qui se sont toujours posées aux gestionnaires de ce jardin et à leurs concepteurs. Et ça, on sent vraiment que toujours dans ce jardin, parce qu'il était ouvert à un large public et toujours très fréquenté, eh bien, les concepteurs se sont toujours posé la question, toujours raisonné en termes de projet de paysage en fonction des usages. Donc évidemment, ça a des conséquences sur les flux, disons que ça les ralentit, ça ne les stoppe pas, hein, mais ça les ralentit. Et encore une fois, en cas d'attentat ou je ne sais quoi, on pourra fermer, ou si on souhaite définitivement fermer la nuit, on pourra physiquement au moins le faire. D'accord ? Donc ça a donné ça. Ça a donné ça avec un travail assez joli de notre architecte en chef des monuments historiques, Michel Goutal, sur la création de grilles. Avant, c'était des petites grilles basses héritées du Second Empire, donc des grilles hautes avec des fers de lance selon une typologie héritée du Premier Empire, une entrée piétonne et puis évidemment une mise en conformité, car nous avons dans notre équipe une paysagiste, Chloé Trabant pour ne pas la nommer, qui est chargée de mettre en place tout un schéma directeur d'accessibilité, c'est-à-dire comment rendre accessible le jardin davantage, notamment aux personnes empêchées, en fauteuil roulant ou tout simplement avec une béquille ou une poussette. Donc ce travail est en train d'être mené et vous en voyez le résultat petit à petit. Nous allons d'ailleurs bientôt lancer les travaux ici sur la suite, c'est-à-dire toute cette terrasse qui est aujourd'hui en mauvais état. Et en fait, c'est un peu schizophrène. C'est-à-dire quand on travaille dans ce jardin, on travaille dans le paradoxe. On se retrouve avec finalement ici une zone traitée de manière très sophistiquée, avec un gros budget, et puis à côté une zone de stockage de la ville de Paris, sur le territoire du 8e arrondissement. Donc c'est toujours comme ça, partout. Mais nous-mêmes, là je ne suis pas en train de taper sur la ville de Paris, je suis juste en train de dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Alors, par exemple, là, vous voyez, j'ai pu faire restaurer la sphinge, mais dans un premier temps, je n'ai pas pu faire restaurer son pylône. Donc, on n'est jamais dans une situation où tout est parfait à l'instant T dans
dans un jardin ou dans un domaine, c'est tout simplement impossible. Et on est dans une situation où il y a toujours des activités et toujours des travaux. Alors la ville de Paris a réussi à expulser la grande roue de Marcel Campion, qui quand même bloquait la perspective plusieurs mois par an. Donc nous n'y sommes pour rien, hein. C'est vraiment la ville de Paris qui a tout fait. Il y a aussi des défilés, des événements. Ça, par exemple, c'était un... Je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref, c'est la place de la Concorde elle-même qui est largement occupée. Mais si vous êtes passé au jardin il y a quelques jours, il y avait en même temps ici, de notre fête, une construction de Dior, parce que Dior organise ses défilés sur le Grand Bassin. En échange de quoi, il nous donne des millions, je dis bien des millions, pour restaurer petit à petit le jardin. Donc vous voyez qu'on est quand même dans un lieu de paradoxe. En même temps que Dior, il y avait ici une construction à peu près similaire pour Pôle emploi qui a lieu chaque année au mois d'octobre. Donc voilà un peu pour ce travail un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on travaille constamment dans l'esprit de la qualité et en même temps avec effectivement une juxtaposition entre des événements dont nous avons besoin pour des questions purement financières, hein, sans lesquelles nous ne pourrions pas mener nos projets. Donc par exemple, ici la représentation de la Grande Allée, menée par notre architecte Denis Dodement et notre chef de projet Maxime Maurice. Et au fond, vous voyez que Dior est sur le Grand Bassin. Donc cette replantation de la Grande Allée, et j'en terminerai par là, j'ai pu l'observer, j'ai eu la chance de pouvoir monter sur la nacelle qui examinait l'état de l'obélisque avant sa restauration, donc j'ai fait des photos évidemment. Et là, on voit donc le chantier de la Grande Allée, cette replantation des ormes selon le dessin de Lenôtre, qui resserre la perspective, qui rend le paysage encore plus prégnant. Ça a été un grand moment d'émotion, d'abord parce qu'on a lancé comment on appelle ça, un appel à mécénat, tous mécènes, avec un jeu de mots, ce jardin, c'est le nôtre, qui a remporté un énorme succès. Et elle nous a permis aussi, cette campagne, quand on a commencé à planter les premiers arbres, on a été saisis par le sens des proportions de Lenôtre. C'est-à-dire qu'on savait qu'on plantait à l'endroit où Lenôtre lui-même avait planté ses arbres. Et en plantant nos ormes, nos magnifiques ormes de nouvelle génération, on a tout de suite compris à quel point Lenôtre était toujours dans une parfaite justesse de l'espace, de l'organisation de l'espace. Et c'est sur cette image que je vais terminer cette conférence. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre aux questions. Merci beaucoup d'avoir relevé ce défi en 1 heure, de nous faire parcourir les allées des Tuileries de la Renaissance à tout aujourd'hui. Je suppose qu'il y a des curiosités dans le public, je viens. Oui, merci, c'était passionnant. Je voulais savoir comment ça allait se passer au moment des JO. Alors, évidemment, nous sommes associés à toutes les discussions. Le sous-directeur des jardins, Jean-Philippe Tessier, participe à des réunions de préparation. Le jardin des Tuileries, selon toute probabilité, sera utilisé en partie comme base arrière, puisque vous savez qu'il y aura sur la place de la Concorde des épreuves sportives. Donc ça veut dire des installations de type vestiaire, présence des télévisions, etc. Alors nous savons gérer les événements. D'abord, on a une sous-direction qui s'en occupe. C'est pas nous, hein, c'est une direction qui les gère. Nous travaillons étroitement avec eux, nous faisons des constats d'état avec l'huissier avant et après. S'il y a des dégâts, ils payent, et cher. Donc ça se prépare, ça se borde. Bon, je vous avoue que je suis un peu inquiète quand même. Donc on agite le chiffon rouge. Je montre par exemple ce que les dégâts des fêtes comme la kermesse aux étoiles ou les fêtes mourousides dans les étés 1975 et 1976 ont fait. Voilà. Mais ça se prépare, tout simplement. Donc on est prêt, on se met en ordre de marche.
Voilà ce que je puis dire à ce stade. Une autre question? C'est le moment de poser des questions. Attendez, s'il vous plaît. Alors, madame demande, qu'appelez-vous les hommes de nouvelle génération? Alors oui, parce que c'est très allusif ce que j'ai fait. Donc en fait, quand nous avons imaginé de replanter la Grande Allée, ça fait partie d'un plan plus général qu'on appelle pompeusement le schéma directeur de revégétalisation. Pour schématiser, à l'époque de Lenôtre, 40% de la surface du jardin était végétalisée. 70% de la surface du jardin était végétalisée. On est descendu à 40 il y a quelques années. Donc l'objectif, c'est planter davantage, c'est que ce jardin soit encore plus un jardin. C'est très simple. Et donc l'idée, c'était recréer cette Grande Allée. À l'époque de Lenôtre, c'était des marronniers. Les marronniers, on voit ce que ça donne. Ils sont atteints par la mineuse. Ce n'est pas une maladie, c'est un parasite, donc les larves d'une chenille qui fourragent à l'intérieur des feuilles et qui les font sécher et roussir beaucoup plus tôt que prévu. Cette année, c'était encore plus tôt. Donc, en résumé, c'est beau, les marronniers, c'était la modernité à l'époque de Lenôtre, mais aujourd'hui, ça n'est plus, c'est moche, on va dire, 8-9 mois de l'année. Donc, on a cherché un autre arbre, mais un autre arbre qui ait une cohérence historique. On ne va pas chercher quelque chose d'exotique, tout simplement parce qu'on le trouve joli. Alors, quand je dis nous, c'est vraiment des discussions collectives avec l'architecte des Bâtiments de France, avec l'architecte en chef des monuments historiques, avec la conservation régionale des monuments historiques. Tout ça est très collégial. Et en fait, on a eu l'idée d'utiliser, de recourir à des ormes qui ont été mis au point par M. Pierre Pinon, qui a été longtemps chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique, et qui a mis au point des ormes résistants à la graphiose. Il faut savoir, dans les années 75-76, en France et partout dans le monde, les ormes ont péri à cause de cette maladie, et on n'en plantait plus, alors que c'est un arbre très ancien qui fait vraiment partie de notre imaginaire collectif. Donc cet orme s'appelle l'Ulmus vada wanu. Il a déjà fait ses preuves dans des jardins historiques et ailleurs depuis environ 25 ans. On est allé voir les jardins où il a fait ses preuves. Il est très résistant à beaucoup de maladies, à des parasites, et un peu plus résistant au réchauffement climatique, parce qu'on plante aussi en anticipant, enfin en s'adaptant au réchauffement climatique. Et puis pour la petite histoire, au pied de ces ormes, donc évidemment on a fait des fosses très profondes, régénérer la terre, je vous passe les détails. Donc le coût a été important, pas forcément pour les ormes eux-mêmes, mais tout le travail de préparation a été considérable. Et on a mis au pied des sondes qui permettent de mesurer le taux d'humidité. Donc on n'arrose pas mécaniquement, on arrose seulement quand la sonde nous dit cet arbre il a un peu besoin il a besoin de plus d'eau que son voisin. Donc ça permet d'économiser la ressource en eau. Et au début, on s'est dit, est-ce que c'est gadget? En fait, on est vraiment très convaincus. Ces arbres ont été plantés, ils avaient 10-11 ans en janvier 2021. Et là, par exemple, ils ont remarquablement bien passé cette période de sécheresse qui d'ailleurs se prolonge, entre nous soit dit. Oui? Oui, je crois qu'il y avait un projet de reconstruction du Palais des Tuileries. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette question. Alors oui, si vous avez l'argent... voilà. Non, mais c'est absurde. Et puis honnêtement, il y a tellement de choses maintenant au souterrain à l'emplacement du palais que c'est vraiment inimaginable, quoi. Autre question? Je voulais savoir, madame, quelle manifestation peut-il y avoir au jardin du Louvre, jardin des Tuileries? Alors, manifestation au sens d'événement. D'événement, oui. Alors, peu au sens de est-ce qu'on les choisit ou est-ce qu'on... J'ai un peu du mal à comprendre le sens de votre question. Oui, est-ce qu'on les choisit? Est-ce que de temps en temps, est-ce qu'il y a... Alors, on en refuse beaucoup. Ah, on en refuse beaucoup plus qu'on en accepte, vous imaginez. On refuse de tout. Il y a quelques années, on avait établi une sorte de cahier des charges de ce qui nous semblait avoir du sens au jardin et ce qui nous semble ne pas en avoir.
Pour vous donner un exemple, les événements automobiles, par exemple, même si le premier salon de l'automobile a eu lieu au Jardin des Tuileries en 1898, nous semble moins pertinent, par exemple, que des événements liés à la mode. Pourquoi la mode ? Quand des gens me disent Dior n'a rien à faire au Jardin des Tuileries, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce que les gazetiers du XVIIe siècle nous le disent. Le Jardin des Tuileries, refait par le nôtre, et notamment ses rampes du fer à cheval, c'était le lieu où on lançait la mode au XVIIe siècle. Il n'y avait pas de défilé, il n'y avait pas de magazine, mais les gazetiers existaient déjà, donc la Gazette du Bon Ton, par exemple. Et si on voulait lancer la mode, il n'y avait rien de mieux que le Jardin des Tuileries pour venir avec sa nouvelle toilette. Des dessinateurs sur place représentaient la robe en question et c'était reproduit sous forme de gravure et commenté dans les gazettes ensuite. Donc c'est vraiment, depuis le XVIIe siècle, le Jardin des Tuileries est un haut lieu de la mode. À telle enseigne que j'ai contacté mon collègue Denis Brunat, conservateur spécialiste de la mode aux arts décoratifs, pour lui proposer un sujet sur l'histoire de la mode au Jardin des Tuileries, j'allais dire, de le nôtre à nos jours. Et j'espère bien qu'un étudiant, une étudiante s'attellera à ce sujet. D'autres questions ? Non, alors, il n'y a plus de questions. Il nous reste à vous remercier Merci vivement. beaucoup. Merci beaucoup.